Social selling. Si, au final, t'enlèves la possibilité aux grandes entreprises de ce monde de faire des acquisitions, eh bien, qu'est-ce qui se déroule? Ces entreprises-là vont copier. C'est aussi simple que ça. Tu m'empêches d'acheter, parfait, je te copie et j'ai le pouvoir de la distribution. Donc, tu vois, ça n'a pas tellement été nécessairement une bonne décision de faire ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas tout seul car je suis avec le président fondateur de l'agence, à savoir Antoine Gagné. Comment ça va Antoine? Ça va toujours bien Antoine, je suis très heureux de revenir sur Social Selling. Et moi je suis très heureux que tu sois là parce qu'effectivement on va parler de sujets que tu maîtrises, de sujets même que tu adores. Aujourd'hui on enregistre le vendredi 28 juillet. Hier, ou le 26, Marc a sorti les résultats trimestriaux de Meta et je souhaitais qu'on en parle et je souhaitais aussi qu'on parle de Thread, la nouvelle application dont on va parler dans une deuxième partie de ce podcast. Mais première question Antoine, qu'en as-tu pensé de ce post? Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette présentation du dernier trimestre de Meta? Eh bien, c'est simple. En voyant tout ça, je me suis dit que j'aurais dû acheter plus d'actions de Meta en fin d'année 2022. J'en ai acheté beaucoup, mais peut-être pas assez quand je vois ce qui se déroule. Mais bon, pour être plus sérieux, les choses vont bien. Les choses se sont replacées chez Meta après quelques années de turbulence, des années de turbulence qui avaient commencé surtout avec des enjeux reliés à la privatisation des données, des enjeux également reliés au niveau des politiques qui ont eu aux États-Unis, les élections en 2016. Des enjeux qui, par la suite, se sont accentués avec iOS 14, les changements dans l'algorithme. Et par la suite, bien entendu, Meta a tout misé sur le Metaverse. Ils ont même changé le nom de Facebook à Meta. Ils ont investi beaucoup d'argent et les investisseurs n'étaient pas tellement heureux de comment les investissements étaient faits chez Meta. Donc, il y a eu plusieurs choses de ce type qui se sont accumulées au cours des dernières années qui continuellement faisaient douter les investisseurs sur l'entreprise, l'indice boursier à la baisse. Bref, c'était pas nécessairement tellement intéressant, du moins d'un point de vue externe, d'investir chez Meta ou même d'être associé à l'entreprise. Mais force est d'admettre que depuis 2023 ou même fin 2022, si on force le trait un peu, les choses ont changé. L'équipe est beaucoup plus petite. Ils étaient 87 000 employés à la fin 2022. Ils sont 71 000 au moment où on se parle. Donc, on voit une différence de 16 000 personnes. Et l'entreprise innove plus que jamais. Je ne sais pas si tu le savais, Antoine, mais Threads, qu'on va parler un petit peu tout à l'heure sur le podcast, ça a été construit par une équipe d'environ une vingtaine de personnes en l'espace de 6 mois. Donc, c'est pour dire que le fait de revenir à une fondation, une organisation davantage orientée sur la technologie, sur les ingénieurs, bref, sur ce que crée à la base Meta, paye des dividendes au moment où on se parle, au sens propre et au sens figuré, parce que les dividendes ont été à la hausse pour le deuxième trimestre de 2022. Est-ce que tu aimerais que je te dise un peu les chiffres, toi qui aimes aussi savoir un peu les chiffres d'investissement et tout ça? Allez, vas-y. Donc, un peu de contexte pour notre audience aujourd'hui. Bien entendu, les entreprises qui sont des entreprises publiques se doivent à chaque trimestre de remettre leurs états financiers aux investisseurs. Et on fait toujours des allusions avec le même trimestre, mais de l'année précédente. Donc, si on regarde le Q2 de l'année 2022, Meta avait fait un total de 28 milliards 822 millions de revenus avec, au final, une marge nette, donc des bénéfices nets dans les poches des investisseurs de 6 milliards 687 millions. Et pour le Q2 de 2023, on est face à des revenus de 32 milliards. On va les arrondir parce qu'il était à quelques millions près de 32 milliards. Donc, 32 milliards de revenus et 7 milliards 788 millions de bénéfices nets. Donc, juste pour le dire, c'est 11% de croissance au niveau des revenus et 16% de croissance au niveau des profits. Ça faisait un bon bout de temps déjà maintenant, quasiment 2 ans, que Meta n'avait pas connu une croissance à double chiffre d'un trimestre à un autre. Exactement. Les choses vont bien. Donc, les revenus sont à la hausse. Les revenus ont battu les attentes de Wall Street. L'action a pris beaucoup de valeur suite à la diffusion des états financiers. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu intéressés au monde des finances,
au 28 juillet 2023, la capitalisation boursière de Meta est environ à 800 milliards de dollars. Quant à la fin de 2022, on oscille entre 250 et 300 milliards de dollars. Donc, vous voyez, ça a été un 2,5 de croissance qui a été fait depuis ce moment-là. En toute honnêteté, l'entreprise avait une valorisation qui était excessivement ridicule à ce moment-là pour les revenus et les bénéfices qu'elle faisait. Mais bon, on peut voir que les investisseurs sont contents de ce qu'ils voient présentement. D'autres chiffres qui sont assez intéressants, je pense, à partager avec notre audience, une audience qui est davantage orientée sur le volet publicitaire. Donc, ce qu'on appelle les utilisateurs actifs journaliers sur la plateforme sont à toutes plateformes confondues. Donc, on appelle ça la famille des applications. On est à 3,07 milliards. Le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook mensuel est à 3,88 milliards de personnes. C'est pour dire, là, ça, c'est quasiment environ 40% de la planète qui utilise Facebook à chaque mois. C'est pour dire, les utilisateurs actifs de Facebook de manière quotidienne sont à 2,06 milliards de personnes. Donc ici, on parle uniquement de l'application Facebook et non de la famille complète des applications. Et les utilisateurs de Facebook, encore une fois, l'application, qui sont actifs de manière mensuelle. Ici, on est à 3,03 milliards et chacun des chiffres que je vous ai dit ont une croissance qui varie entre 3 et 7% comparativement à l'année précédente. Donc, les chiffres sont intéressants chez Meta. Les investisseurs sont contents et encore une fois, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que ça a été orchestré avec le chiffre exact, c'est 71 469 personnes qui travaillent au moment où on se parle chez Meta en date du 30 juin 2023 et c'était 14% plus élevé l'année dernière, donc environ 87 000 personnes. C'est pour dire, les choses ont changé, les choses vont pour le mieux. Ouais, c'est exactement ça. Je suis en train de parcourir un peu le post de Mark Zuckerberg du 26 juillet. Absolument tout ce qu'il explique est en hausse. Voilà. Très simplement. Au niveau publicitaire encore, il parle notamment de la monétisation des Reels. Donc, vous saviez, ce nouveau format qui venait d'entrer et qui avait absolument tout cassé. Et ben, la monétisation, donc le fait que des publicités apparaissent à cet emplacement fonctionne de mieux en mieux. Il voit des performances excellentes au niveau des revenus annuels pour cet automne par 10 rapport milliards. à C'est 10 milliards sur un an que ça va représenter Reels comparativement à 3 milliards si on était capable de l'extrapoler sur un an l'année dernière. Donc, clairement, cette fameuse stratégie de on regarde ce qui se fait ailleurs, on l'intègre sur notre plateforme et notre réseau de distribution fait le reste et continue à fonctionner. Ah mais Antoine, tu m'envoies une sacrée belle perche du coup. Je pense qu'il est temps parce que bon, globalement, sur le poste de Mark Zuckerberg, peut-être il y a des tout petits points qui seraient intéressants à rajouter sur l'audience avant de parler de ton application préférée, celle que tu utilises pendant toutes tes heures de travail chez G7. Elle est bloquée en Europe. Elle est bloquée. Ah oui, effectivement, elle est bloquée en Europe. On en parlera. Attends. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent chez Meta. Donc, on dirait que c'est passé un petit peu inaperçu, mais ils ont lancé leur plateforme Llama 2, qui est leur plateforme d'intelligence artificielle. Ils ont fait leur plateforme de langage artificiel, donc d'intelligence artificielle orientée au niveau du langage. Pas facile à dire tout ça, mais bon, c'est important de mentionner un petit peu les distinctions. Mark Zuckerberg le dit, ce n'est pas de la même puissance que OpenAI, mais tout de même, ça a été lancé. Je pense que ça va avoir également une utilisation qui va être très, très différente de ce qui se fait ailleurs dans l'intelligence artificielle. Ils ont conclu un très, très gros partenariat d'ailleurs à ce niveau avec Microsoft. Ouais. Intéressant également de le mentionner. Plus tard cette année, et ça c'est dans le roadmap de Meta, il va y avoir le lancement de Quest 3. Donc, au moment où on se parle, il y a eu le Quest 1, le Quest 2 et là, il y a le Quest 3 qui, selon Mark Zuckerberg, va être beaucoup plus mince, facile à utiliser, moins pesant. Bref, c'est ce qu'on attend tous, des différents headsets qu'on va utiliser dans le futur. C'est ça, oui. On va juste expliquer le Quest, c'est le casque de réalité virtuelle. Le casque de réalité virtuelle, c'est ce qu'on attend un peu des Apple, des Meta de ce monde, c'est d'avoir des produits qui sont plus faciles à utiliser quotidiennement. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses qui arrivent ici. Il y a beaucoup d'améliorations qui se font au niveau des Reels. L'intelligence artificielle sur la plateforme fonctionne excessivement bien. Ça a augmenté beaucoup le niveau d'engagement. Et si on parle de publicité, Mark Zuckerberg parlait également des campagnes Advantage Plus sur les plateformes de Meta qui dit que énormément d'annonceurs présentement utilisent et voient des gros
des grosses améliorations sur leurs différents résultats de campagne. Donc, bon, c'est sûr et certain qu'un trimestre et une lettre aux investisseurs à chaque trimestre est bâti selon une narrative positive. Jamais on va dire que les choses vont pas bien aux investisseurs, sinon on va envoyer aux enfers notre indice boursier. Mais clairement, ils ont des chiffres, par contre, ici pour témoigner de ce qui se déroule bien chez eux. Et c'est de bon augure pour la suite, Antoine. Ah, totalement. Je vous encourage, si vous vous intéressez un peu à Meta, à aller regarder justement Llama 2 et tout ce projet qui est peu connu du grand public, honnêtement, et pourtant qui mériterait d'avoir un petit peu plus de lumière sur lui, et surtout si vous travaillez en Facebook Ads, parce que ça peut à terme vous impacter. Écoute, je pense qu'on a du coup bien fait le tour de ce poste. À partir de maintenant, on va aller s'occuper du sujet un peu chaud, Antoine, de l'actualité. Thread, comme on l'a expliqué, cette nouvelle application qui a été lancée le 5 juillet par Meta. L'idée globale, c'est je l'associerais à un espèce de Twitter, mais version Instagram. En soi, c'est une plateforme média sociale de texte. C'est ça qu'on parle ici. Mais quand je parle d'Instagram, c'est littéralement parce que, comme tu l'as dit, ça a été fait par une équipe de 20 personnes. Cette équipe, c'était l'équipe d'Instagram. En l'occurrence, Adam Mosseri, qui est le boss d'Instagram, expliquait que l'idée, c'était de créer une plateforme sur laquelle les gens puissent parler de sport, musique, fashion, beauty, entertainment, sans rentrer dans tout ce qui est politique et hard news, comme il disait. Donc, je suppose que c'est des nouvelles un peu choquantes, des nouvelles un peu... Mais ils veulent s'éloigner de Twitter. Voilà, parce que Twitter a quand même ou de X plutôt. Ou de X, ouais, bien sûr, parce que maintenant ça a changé de nom. Parce que X Twitter a quand même cette réputation et qui a fait fuir aussi des annonceurs à cause de ça, mais une réputation un peu sulfureuse au niveau du contenu. Mais prenons ça étape par étape. Parlons du lancement, Antoine, le lancement. Ouais, je pense que en toute honnêteté, dans ce qui a été fait pour Thread, selon moi, de bon et de moins bon, la meilleure chose qui a été faite, ça a été le lancement. Parce que c'était excessivement facile pour un utilisateur d'Instagram, et il y a, je pense, 2 milliards d'utilisateurs mensuels d'Instagram dans le monde au moment où on se parle, de simplement en un clic passer d'Instagram à Thread, d'avoir son compte de créé, d'avoir tous ses contacts automatiquement qui vont nous suivre. Exactement. Donc, je pense que de loin, ça a été la meilleure chose que Thread a été capable de faire. Ça leur a donné, en l'espace de 7 jours, 100 millions d'utilisateurs de la plateforme. Donc, de loin, au-delà des attentes que le groupe Meta avait par rapport au lancement de cette application-là. Donc, moi, je crois que le lancement a été orchestré de manière sensationnelle, même si la plateforme, à ce moment-là, n'avait pas encore beaucoup d'onglets. Il n'y a pas beaucoup de choses au moment où on se parle avec Threads. Bien entendu, t'es situé en Europe. Moi aussi, d'ailleurs, mais j'ai accès à l'application Threads. Je pense à cause peut-être que mon compte est localisé au Canada. Mais bref, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur Threads au moment où on se parle. Il n'y a pas beaucoup de contenu non plus. Et je pense que ça m'amène au deuxième point. Mais ça, c'était à prévoir. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'attendre à avoir 100 millions d'utilisateurs qui rentrent sur l'application et 100 millions d'utilisateurs qui commencent à publier quotidiennement. Bien sûr, et de manière régulière. Donc ça, je crois que c'était prévu, c'était entendu de la part des gens chez Meta. Ils savaient très bien que ça prendrait du temps avant de bâtir une application de grande qualité, parce qu'encore une fois, on le répète, t'as 20 personnes qui travaillent sur l'application, tu la lances, tu as 100 millions d'utilisateurs, tu vois, ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle en anglais un MVP, un Most Viable Product, c'est-à-dire on a quelque chose qui est assez bon pour être lancé et on le lance le plus rapidement possible pour voir la réponse des consommateurs. Et suite à cette réponse-là qui a été positive, parce que les gens ont transféré sur Threads, on itère et on améliore la plateforme. Et on le dit, ils ont 71 000 personnes qui travaillent avec eux à l'interne. Ils ont fait quasiment 8 milliards de profits au dernier trimestre. Ils vont être capables d'investir sur ce cheval de bataille dans l'optique, ultimement, d'en faire de la monétisation, comme on le vit avec les Reels. Et la monétisation n'arrivera pas dès aujourd'hui. Ça va prendre plusieurs mois, plusieurs années, mais elle va arriver un jour. Donc, je pense que les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont pris au jeu de dire « Ah, finalement, Threads est mort après 3 semaines, ça ne fonctionne pas comme prévu ». Remettons des choses en perspective. Là, ici, tu as 100 millions d'utilisateurs qui sont venus sur la plateforme. C'est exceptionnel. Là, présentement, 150 millions en tout, là, aujourd'hui. 150 millions en tout au moment où on se parle. Bien entendu, ça, c'est un bel article que je mettrai dans les notes de l'épisode. Un article Business Insider. J'ai une liste entière de sources pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus. Je les mettrai dans les notes de l'épisode.
Parfait. L'article, par contre, que je veux mentionner ici, c'est un article que Forbes a sorti qui montre un petit peu la descente de l'engagement des gens sur Threads. Oui, absolument. Ouais. Qui est un article qui a été publié le 21 juillet 2023. Donc, pour donner un petit peu de contexte à notre audience, l'engagement a descendu d'environ 70% depuis le lancement. Mais c'était à prévoir. S'il y a un lancement, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser. Donc, le 7 juillet, qui était 2 jours après le lancement, il y avait 44 millions d'utilisateurs qui étaient sur la plateforme, qui l'utilisaient. Là, au moment où on se parle, ou du moins il y a environ une semaine de ça, le 21 juillet, on est environ à 13 millions de personnes qui utilisaient quotidiennement la plateforme, un temps qui est passé sur la plateforme d'environ 4 minutes maintenant, comparativement à 20 minutes au départ. Mais encore une fois, c'était des choses à prévoir et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment voir sur le long terme. Moi, je n'étais pas de ceux qui disaient Threads va tuer Twitter ou quoi que ce soit. Ce sont deux plateformes distinctes. Je pense que ça va ralentir peut-être la croissance de Twitter en termes d'utilisateurs parce que les gens vont avoir une plateforme haute qu'ils vont pouvoir tester. Mais ça va on va uniquement savoir vraiment qui est le vainqueur du volet texte, média social d'ici 2 à 3 ans parce que Elon Musk, ça serait mal de le connaître, de penser qu'il ne va pas réagir. Déjà là, il réagit, il est toujours en train de tester des nouveaux produits sur Twitter. Pour les gens qui utilisent Twitter, vous le savez, il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveaux produits qui se sont installés sur la plateforme. Encore une fois, la force de frappe de Meta également n'aura pas dit son dernier mot. Donc, ça va prendre du temps avant de se mettre en place. En ce moment, la plateforme, il n'y a pas autant d'engagement qu'au début, à prévoir. Mais le plus qu'ils vont récolter de l'information de leurs utilisateurs, le plus qu'ils vont ajouter des nouvelles intégrations à l'application, je pense que ça va s'améliorer à travers le temps. Et ultimement, quand ils vont atteindre une certaine masse critique, à mon avis, ça va varier entre 500 millions et 1 milliard de personnes. Zuckerberg disait il faut 1 milliard de personnes avant de monétiser le tout. Bon, je pense pas nécessairement qu'ils vont être capables d'atteindre 1 milliard aussi rapidement que prévu. Donc, à mon avis, ça va se jouer entre 500 millions et 1 milliard d'utilisateurs. On va commencer à voir des gens utiliser de la publicité, pardonnez-moi, être mise de l'avant sur la plateforme. Donc, il faut être patient ici. C'est mon observation par rapport à ce qui se déroule. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Comme tu as dit, effectivement, la plateforme en soi, c'est une V1 en fait. Tout simplement, une V1. Sauf que, contrairement à plein d'autres applications qui, lorsqu'elles démarrent, elles commencent avec moins d'utilisateurs, donc elles ont le temps de se construire au fur et à mesure que les utilisateurs arrivent. Là, la V1, elle prend 100 millions de personnes d'un coup. Exact. En 7 jours. Et tu peux bâtir autour du data que tu récoltes des gens sur la plateforme, ce qui est intéressant. Ah oui. Donc, et en plus, encore une fois, on le répète, avec le pouvoir de distribution de Meta, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, on risque de voir ultimement dans nos fils d'actualité dans le futur des publications ou même des pop-up littéralement nous invitant à aller utiliser Threads parce qu'il y a un nouveau feature qui va avoir été mis sur l'application. Donc, pour moi, je pense que c'est un départ qui est vraiment intéressant pour eux. Bâtir une nouvelle ligne de distribution, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est ça qu'un géant publicitaire veut, avoir le maximum de lignes de distribution publicitaire possible. S'ils sont capables de se bâtir, en plus d'Instagram, Meta, ultimement WhatsApp et Messenger, une nouvelle ligne de distribution avec Threads, ça devient un joueur qui est quasiment invincible. C'est intéressant cette situation parce que finalement, ça reflète bien aussi, je trouve, la situation de Meta, c'est que Meta ne peut plus acheter. Meta se fait trop embêter à chaque fois qu'il achète un truc. Il me semble qu'ils ont dû se dissocier de Giphy, non ? Quelque chose, l'application de GIF qu'ils avaient acheté. Donc là, littéralement, racheter un Twitter, alors déjà, ce serait pas possible, mais en plus de ça, il se ferait taper sur les doigts. Là, ils le lancent, puis c'est bon. Et puis, de toute façon, ils ont l'habitude maintenant. Ça crée une conversation qui est intéressante ici de se dire si, au final, t'enlèves la possibilité aux grandes entreprises de ce monde de faire des acquisitions, eh bien, qu'est-ce qui se déroule? Ces entreprises-là vont copier. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu m'empêches d'acheter, parfait, je te copie et j'ai le pouvoir de la distribution. Donc, tu vois, ça n'a pas tellement été nécessairement une bonne décision de faire ça parce que, et j'en parlais avec Simon Plante sur notre autre podcast Hypercroissance, les acquisitions de plus d'1 milliard, c'est quasiment terminé aux États-Unis ou du moins avec les grosses entreprises technologiques. Mais ça va créer un peu
Le terme plagiat est fort ici, mais soyons honnêtes, des copies qui reviennent continuellement. Là. On y est. Et puis de toute façon, c'est le jeu, à moins que vous ayez posé un brevet sur ce qu'est Twitter, ce qui est à mon avis difficilement faisable. Enfin bref, complètement. Me vient un dernier point sur lequel on va élaborer. Juste avant, parce qu'on l'a mentionné, mais effectivement, Thread est bloqué en Europe pour l'instant. Il faut savoir que là, on est à 150 millions d'utilisateurs parce que ça a été lancé sur une centaine de pays, mais l'Europe a bloqué Thread pour l'instant pour des raisons de RGPD, il me semble, pour avoir regardé un peu. C'est des raisons très politiques. Au moins, on se pense que c'est très politique. C'est des nouvelles législations qui vont être mises de l'avant, qui vont encore une fois impacter les grands joueurs. Donc, avant de se lancer avec une nouvelle plateforme, ils attendent de voir ce qui va se dérouler. Voilà, exactement. Et du coup, moi, la question, le point que j'aimerais aborder pour terminer là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on en a à attendre à court terme, nous, publicitaires, nous qui utilisons Facebook Ads, qu'est-ce qu'on en a à attendre de Thread à court terme puis à long terme? À court terme, absolument rien. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant même qu'ils pensent à la monétisation. Selon moi, c'est en numéro 4 ou 5 de leurs priorités au moment où on se parle. Je pense qu'ils veulent bâtir un endroit où est-ce que la rétention est bonne, que les gens ont du plaisir à aller naviguer, que les gens partagent du contenu, même trouver également la voix, trouver leur voix, parce qu'on sait quelle est la voix d'Instagram. On sait pour quelles raisons les gens publient sur Instagram. On sait pour quelles raisons les gens publient sur Facebook. On sait pour quelles raisons les gens publient sur LinkedIn ou encore publient sur Twitter. Chacune de ces plateformes-là a trouvé un petit peu sa voix. Et je pense que Threads, en ce moment, ça doit être la discussion, les réflexions que les gens chez Meta ont. Quelle est la voix qu'on va donner à cette plateforme-là? Bien entendu, ça va venir avec ce que les utilisateurs en font, mais je pense qu'il y a ce questionnement-là au niveau du branding qui est excessivement important pour eux. Quand ça sera fait, ils vont ajouter beaucoup plus de features. Tu le dis, c'est pas disponible en Europe, c'est pas disponible sur ordinateur non plus, c'est simplement disponible sur téléphone cellulaire. Il n'y a pas beaucoup de possibilités sur la plateforme de choses qu'on peut faire. Bref, c'est très, très simple. Donc, ils vont bâtir de l'infrastructure sur l'application. Ça risque de prendre, à mon avis, entre 6 et 18 mois. Et quand ils auront atteint cette masse critique-là, les annonceurs vont s'intégrer à la partie. Et à ta deuxième question, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur le long terme au niveau des annonceurs? Bien, là, c'est peut-être là que ça va devenir très intéressant de voir quel format va être utilisé. Un des plus gros défis que Twitter a eu, et c'est une des raisons qui a fait que autant d'annonceurs sont partis de la plateforme, et c'est Elon Musk qui le dit très souvent, c'est 80 à 90% des annonceurs sur Twitter viennent pour de l'investissement qu'on pourrait considérer brand. C'est-à-dire les Pepsi, les Coca-Cola de ce monde viennent, investissent, veulent de la visibilité et n'ont pas d'attente particulière avec leur dollar média. C'est-à-dire on veut de la visibilité et ultimement, ça risque d'augmenter la notoriété de la marque. Où Meta a fait son argent beaucoup, c'est de donner la possibilité à un annonceur d'investir $1 et de voir exactement combien il va en mettre dans ses poches par la suite, ce qui est un petit peu l'Eldorado de n'importe quelle entreprise, spécifiquement les petites et moyennes entreprises, car elles n'ont pas le même budget que les gros joueurs de ce monde. Donc, je dis ça pourquoi? C'est de se dire, est-ce que l'équipe de Meta, avec l'expérience qu'ils ont en ce qu'on considère, pardonnez-moi l'anglicisme, le direct response marketing, vont-ils être capables de bâtir une plateforme média sociale au niveau publicitaire qui donne la possibilité aux annonceurs d'avoir des retours sur investissement directs, bref, d'atteindre ce que Twitter n'a jamais vraiment été capable d'atteindre? Ça, je pense que c'est une question qui la personne va être capable d'y donner une réponse. Ça va valoir beaucoup d'argent parce que là, ici, c'est là que ça peut être un changement complet qui se déroule. C'est-à-dire, les annonceurs sur Twitter vont peut-être y rester, mais il va y en avoir de moins en moins si Twitter ne peut pas offrir un meilleur produit à ses annonceurs. Et ça, s'ils arrivent à le faire, et à mon avis, c'est dans les plans parce que les gens comme toi et moi et des millions d'annonceurs dans le monde, on utilise Facebook pour le direct response marketing. S'ils sont capables d'atteindre le tout, ça peut être un coup de génie et ça peut faire complètement changer un petit peu l'échiquier des plateformes médias sociales. Ah, tu as dit un truc très, très, très intéressant, effectivement. C'est que prenons l'exemple littéralement de personnes qui vendent des formations à propos du dropshipping ou juste qui parlent de dropshipping, comment lancer ton e-commerce ou faire de la publicité. Il n'y en a aucune qui parle de Twitter Ads. C'est que du TikTok Ads, c'est que du Pinterest Ads, c'est que du Facebook Ads ou du Google Ads. Mais en soi, Twitter Ads, c'est pour du brand, c'est pour des très très grosses entreprises. C'est pour ce n'est pas du direct response marketing. Donc c'est ça la distinction. Un autre point que tu as mentionné sur lequel j'aimerais rebondir, où tu expliquais que l'équipe doit trouver la voie, en fait, très clairement. Et c'est littéralement le problème, en l'occurrence, c'est que les gens se sont retrouvés sur Thread, qui était une première version, mais aussi il y a eu la question de je suis sur cette plateforme, qu'est-ce que je poste?
En fait, pourquoi je le posterai ici et pas sur Instagram? Parce qu'il y a le côté un peu, c'est Instagram mais version texte. Donc il y a encore, en fait, et je pense que c'est effectivement une game de temps au final, et de écouter sa communauté et mettre des nouvelles fonctionnalités, mais c'est de créer des habitudes de consommation et de créer de la rétention sur l'application. Donc voilà, ça prend une chose, ça prend du temps. Ouais, du temps, de la data et puis beaucoup de travail. Donc voilà, comme ça vous comprenez bien un peu la direction de Thread, vous comprenez bien la stratégie autour de ça. Antoine, est-ce que tu as un dernier point que tu aimerais partager avec l'audience avant qu'on arrête? Allez nous retrouver sur YouTube pour le podcast Hypercroissance. On a maintenant des contenus qu'on met sur YouTube. Et si ça fonctionne bien avec le podcast Hypercroissance, on va faire la même chose sur nos autres podcasts. Donc, allez vous abonner, nous donner un petit commentaire sur YouTube. Ça serait très apprécié. Hypercroissance Podcast se lance sur YouTube. C'est officiel. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur Social Selling. Je n'ai qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.